Merci pour la fidélité. C'est l'heure de la page rétrospective de la semaine sur le reflet de Kinshasa, votre télévision. Nous recevons pour ce numéro une figure connue de la sphère politique congolaise. Je cite M. Prince Willy Michiki, président national de l'UNANA, mais aussi membre de la conférence des présidents du regroupement politique AFDCA et au finish, grand notable de la partie Est du pays à qui nous disons bienvenue pour la énième fois sur le plateau de Kin 24 Télévision. Merci pour l'invitation Ali Mali. C'est toujours un plaisir de partager ce beau plateau de Kin 24. Merci beaucoup aussi à vous pour la disponibilité, mais parlez-nous un peu de l'UNANA avant de parler de l'enrôlement, de l'insécurité comme grand notable de la partie Est, comme nous l'avons dit. Comment va le parti? Oui, le parti se porte bien. Comme vous le savez, c'est un vieux parti, contrairement à ce que les gens croient. L'UNANA a été créé en 1994. Depuis 1994. Depuis 1994. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Et aujourd'hui, comme nous sommes dans les regroupements AFDC alliés et à la veille des élections, la plupart de nos activités politiques, nous les mettons au sein de, nous les entreprenons au sein du regroupement AFDC allié qui est piloté par notre autorité morale, le président du Sénat, Bahati Modeste, que je salue en passant. Et je dois être fier d'appartenir dans l'un des rares regroupements qui est représenté dans les 26 provinces aujourd'hui. Donc je peux vous dire que, sauf une surprise, en tout cas, nous aurons au moins les doublés du nombre de députés qu'on a réalisé en 2018. Donc nous sommes en train de penser entre 80 à 100 députés nationaux. Sauf surprise désagréable. Désagréable. Nous avons déjà commencé à y travailler depuis 3 ans. Moi j'ai l'habitude de vous présenter comme un prophète. Et généralement, quand vous annoncez, parce que je sais, vous avez annoncé 2 ou 3 faits sur ces plateaux qui se sont concrétisés. Toujours. Espérons que cette fois-ci aussi la prophétie se concrétise. Rappelez-vous encore sur ces mêmes plateaux, il y a presque 3 ans, j'avais dit que je mettais ma main à couper si le PPRD arrivait à avoir 5% de députés en 2023. Prenons cette prophétie, on y reviendra. Merci beaucoup. Monsieur Prince Willy Michiki, vous êtes grand notable de la partie Est. Avant même l'entame du contenu de notre page rétrospective, on va aussi en parler. Il y a des voix qui s'élèvent, il y a des gens qui s'inquiètent du lancement des opérations d'enrôlement et d'identification des Congolais dans la 3e ère opérationnelle qui implique 7 provinces de la partie Est. Est-ce que c'est aussi votre avis? Parce que c'est une zone, c'est un territoire caractérisé par une instabilité grave. Est-ce qu'elle leur a été donnée pour que la CENI lance ces opérations? Je pense que, vous savez, nous Congolais, nous avons un défaut. Le plus grand défaut des Congolais, c'est de ne pas connaître sa propre histoire. Les Congolais peuvent vous raconter l'histoire de la France, des États-Unis, de la Chine, mais son histoire, les Congolais ne les connaissent pas. Vous allez constater qu'à la veille ou l'année électorale, il y a des tensions qui précèdent toujours. Et après les élections, tout revient au calme. Aujourd'hui, si le pays est menacé, si le pays est agressé, c'est parce qu'on ne veut pas que les Congolais aillent aux élections. On ne veut pas qu'on donne une nouvelle légitimité au chef de l'État actuel. Puisque le président Félix, contrairement à ses prédécesseurs, a innové dans son indépendance, dans sa façon de traiter avec les partenaires, notamment le Rwanda, l'Ouganda. C'est-à-dire qu'il a un langage franc. Et ça dérange. On n'aimerait pas voir un tel homme briguer un second mandat. C'est pourquoi tout ce qui s'organise aujourd'hui, et moi je dis, je regrette, parce que nous sommes avec certains diplomates avec qui nous partageons certaines informations, il y a même des compatriotes qui soutiennent cette démarche-là d'empêcher la RDC, le peuple congolais, d'aller aux élections, alors que la tenue des élections régulières d'élections est une disposition constitutionnelle que nous devons respecter. Puisqu'aujourd'hui, vous savez aujourd'hui, c'est pourquoi vous allez voir
notamment à l'Est, lorsqu'on annonce le début d'opérations d'enrôlement et d'identification des Congolais, il y a une agitation. Les rebelles essaient d'occuper le maximum d'espace pour empêcher, puisque les élections commencent par l'enrôlement. Et lorsque la société civile, une frange de chez nous, au Nord Kivu, emboîte les portes et dit non, vous êtes en train de faire les lits de l'ennemi, les lits de la balkanisation. Puisqu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à avoir les élections, à tenir les élections dans les délais constitutionnels, mais nous allons vers l'inconnu. Il y aura des troubles dans ces pays. Et c'est ça que l'ennemi voudrait avoir. Est-ce que parce qu'il faut respecter la Constitution, est-ce que c'est parce qu'il faut satisfaire à l'organisation des élections qu'il faut coûte que coûte organiser les élections dans les délais, dans n'importe quelle condition? D'abord, lorsque j'examine, moi, en tant qu'acteur de premier rang, pendant presque 4 décennies, dans la partie orientale de la République, les conditions actuelles ne sont pas différentes de celles de 2018, lorsqu'on a tenu les élections passées. En 2018, pour le cas des Nord Kivu, par exemple, 35% de la province était occupée par les groupes armés. C'est un test secret de polichinelles. Moi qui vous parle, nous avons travaillé avec la CENI. Beaucoup de bureaux de vote, des centres de vote étaient sécurisés par les groupes armés, notamment à Walikale, à Lubero, à Beni, à Masisi, et même une partie de Rutshuru. C'est une réalité chez nous. Et les élections se sont passées sans aucun incident. Donc vous estimez que dans ces mêmes conditions... C'est la réalité. Donc aujourd'hui, le fait qu'il y a les M23 qui occupent quelques 2 territoires, j'ai dit, parce que Nyiragongo, ils ne sont pas encore là totalement. Donc, ça ne peut pas constituer un obstacle à l'organisation des opérations d'enrôlement et d'identification des Congolais. Au contraire, si nous le faisons, donc nous sommes en train aujourd'hui de faire les lits de l'ennemi. Nous devons aller là où ils sont pour enrôler les Congolais. Et je vous dis d'ailleurs, moi qui suis là, les gens à Rutshuru se déplacent librement. Je parlais, parce que ma mère est de Rutshuru, c'est mon père qui est de Walikale. Et nous avons une base de l'AFDC alliée là. Ils ont dit, même s'il faut aller s'enrôler, vous nous donnez les kits à l'entrée de Rutshuru à Goma, nous y arriverons. Donc il ne faut pas permettre à ce que l'ennemi trouve le prétexte qu'il y a aujourd'hui pour ne pas organiser les élections. Et il ne faudrait pas surtout commettre l'irréparable de ne pas aller avec les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu aux élections, prétextant qu'il y a eu l'insécurité. Merci beaucoup, Monsieur Prince Willy Michiki. Je l'ai dit au début, vous êtes président national de l'UNANA, mais aussi membre de la conférence des présidents du regroupement politique AFDCA et surtout, en dernier lieu, grand notable de l'Est. C'est surtout pour cette dernière qualification que nous vous recevons sur ces plateaux qui commencent avec ces reportages. Dans sa missive de 28 lignes, le président de l'ECD émet les regrets de constater que toutes ses correspondances écrites à l'Union africaine sur la crise sécuritaire et post-électorale depuis 2019 jusqu'à ces jours sont restées lettres mortes. Martin Fayulu soutient que l'histoire retiendra que la RDC avait été presque abandonnée par cette organisation continentale au moment où elle avait plus besoin d'elle et qu'elle n'a pris aucune initiative pour venir au chevet des Congolais. Entre-temps, poursuit Martin Fayulu, les pays s'est davantage embourbé dans des complications. Nostalgique des élections de 2018 dont il n'a cessé de réclamer la victoire, l'homme à la chemise blanche a dans sa lettre souligné que Félix Tshisekedi, que le peuple n'avait pas voté en 2018, a mis en place un dispositif de tricherie pour les prochaines élections. Contre l'adhésion de la RDC dans la communauté des États d'Afrique de l'Est, Martin Fayulu estime que la force régionale de l'EAC détruit les aspirations du peuple congolais à la paix et à la sécurité. Parlant de la situation sécuritaire dans l'Est du pays, les coordonnateurs de la MOUCA demandent aux chefs d'État et des gouvernements participants au 36e sommet de l'Union africaine qui se tient à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, depuis le 15 février dernier et prendra fin
enfin, le 19 du même mois, de condamner publiquement et unanimement le Rwanda pour son agression à la RDC et d'exiger le retrait inconditionnel de ses troupes sur les territoires congolais, tout en demandant également à cette organisation continentale d'œuvrer activement pour mener toutes les parties prenantes à se mettre autour d'une table pour pouvoir dégager un consensus autour des défis réels auxquels la RDC est confrontée. Pas d'activité académique pour l'année 2022-2023 au sein des établissements d'enseignement supérieur public. C'est la décision prise par les RAPICO après avoir constaté la non-réalisation par le gouvernement du protocole d'accord de Bibois. Le coordonnateur du RAPICO qui fait cette annonce parle d'une grève sèche, illimitée et générale. La grève sèche, générale et illimitée signifie pour l'année 2022-2023, il n'y aura pas de reprise, c'est-à-dire il n'y aura pas d'activité. Elle est générale parce qu'elle concerne tous les établissements publics de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Elle est illimitée. C'est-à-dire, nous ne pouvons reprendre les activités que si toutes les clauses prévues dans le protocole d'accord de Bibois, signé conjointement le 2 avril 2022 avec les banques gouvernementales, si toutes les clauses sont satisfaites. Plus que radical, le professeur Rodolphe Iyolo souligne que l'heure n'est plus aux négociations, plutôt qu'aux actions concrètes. Il n'y aura plus de négociations, nous avons déjà négocié, madame. Nous avons négocié à Bibois et nous sommes arrivés à un compromis que le gouvernement arrive à pouvoir faire sa part, c'est-à-dire respecter ces protocoles d'accord que nous avons signés conjointement. Le RAPICO croit par ailleurs à la bonne foi du gouvernement pour la réalisation du protocole d'accord de Bibois. Et nous osons croire que le gouvernement va se rattraper en essayant, en faisant tout pour répondre à toutes ces clauses que nous nous sommes entendus ensemble. La grève des professeurs d'université et instituts supérieurs décrétée par le RAPICO a débuté ce jeudi 16 février 2023 et concerne toutes les universités et instituts supérieurs publics. Nana, vous avez suivi notre premier reportage relatif à la lettre ouverte du président de l'ECD, Martin Fayoulou, adressée à l'Union africaine à l'occasion de la 36e Assemblée ordinaire. Excusez-moi. Quelle lecture faites-vous de cette lettre qui demande beaucoup de choses à la fois? Bon, d'abord, Martin, j'aime bien Martin, c'est un ami. Je ne me gêne pas de dire qu'en 2018, j'ai bâti campagne pour Martin Fayoulou. J'étais le responsable de campagne au Nord Kivu. Mais Martin, il a un problème. C'est vrai qu'il est économiste, mais il doit quand même s'entourer des juristes ou nous consulter, nous, ses amis, pour lui expliquer que lui n'a pas compétence de saisir une organisation internationale comme l'Union africaine. C'est ça le défaut. Ce n'est pas n'importe qui que l'Union africaine peut répondre. Demandez-vous combien de citoyens. Et en plus, Martin Fayoulou n'est pas chef d'une organisation internationale, encore moins d'un État souverain membre. Donc, carrément, le courrier de Martin Fayoulou aurait été jeté à la poubelle puisqu'on n'a pas reconnu quelle qualité il a, puisque pour convoquer une réunion, une session, l'Assemblée générale ou même les conseils politiques pour les cas d'espèce doit être saisi régulièrement. Mais Martin Fayoulou n'est qu'un citoyen congolais comme tous les autres, donc il n'est pas compétent. Mais il aurait dû utiliser peut-être une puissance étrangère pour plaider son cas particulièrement
Donc, il peut avoir raison aussi la démarche, mais la procédure n'a pas été respectée. Mais en tant que, comme vous l'avez dit, en tant que Congolais, mais aussi africain, il est automatiquement concerné, géré par l'Union africaine. Ceux qui sont là-bas ne représentent que la population. Et s'il faut parler de ces cas-là, Martin Fayulu représente la population congolaise qui est derrière elle. Non, mon cher, c'est ça le désordre. L'Union africaine est une organisation bien structurée. L'Union africaine est composée des États partis. Or, aujourd'hui, pour saisir l'Union africaine, il faut être soit un État membre, soit une organisation internationale partenaire. Martin Fayulu n'est ni l'un ni l'autre. Donc il faut comprendre. Moi je dis, Martin, vraiment, c'est ridicule. Moi ça me gêne. Martin c'est un garçon extrêmement intelligent. Ça me gêne qu'il puisse porter à la place publique une telle inquiétude. Il faut qu'il reconnaisse qu'il n'avait pas qualité. Et les gens qui l'ont fait croire que lui, même si le fait d'avoir été candidat président de la République, j'ai vu mon qui est aussi candidat, ils sont nombreux, les Tchadiens. Quel pouvoir pourriez-vous acquérir comme un candidat malheureux? Non. Et puis c'est une question de souveraineté nationale. La Cour constitutionnelle avait déjà tranché. S'il y avait des litiges, vous pourriez, à travers des organisations et droits de l'homme, saisir la Cour internationale de justice, par exemple. Mais avant de passer au deuxième reportage, Monsieur Prince Willy Michiki, le contenu de sa lettre est quand même valable, parce que dans sa lettre, il cite entre autres la sécurité à l'est du pays, dans l'est de la RDC, mais aussi la position que prend la population générale aujourd'hui, s'agissant du départ des forces de l'EAC. C'est ça. Moi, vous pouvez soutenir. C'est ça le problème de nous, Congolais. Le contenu peut être bon, mais la forme et la procédure, comment faire partie de ça? S'il aurait pris ces contenus-là, il aurait présenté au gouvernement. Comme il y a la 36e Assemblée Générale des Nations Unies, les représentants de notre gouvernement, notamment les ministres des Affaires étrangères qui conduit la délégation congolaise, pourraient présenter ça ou intégrer ça dans les préoccupations. Ce qu'il a dit, ce n'est pas différent de ce que le chef de l'État actuel dit. Mais lui, en qualité de qui il le dit? Quelle fonction il a? Quel pouvoir il a? Il est comme citoyen comme moi. Il n'est même pas chef d'une institution. Il n'a plus confiance au chef de l'État. Même s'il n'a pas confiance, l'arrivée de la force sur justement, moi j'avais dit ici, il y a 5 mois exactement, j'ai dit faites attention au déploiement du contingent kenyan. Et j'ai donné des raisons en parlant des origines du président actuel du Kenya, que je connais moi depuis 12 ans. Avant même qu'il ne soit président, il était encore homme d'affaires. Donc, j'ai dit aux Congolais, on ne m'a pas suivi. J'étais le premier, il y a 5 mois, à parler des zones tampons, moi, Willy Michiki. On ne m'a pas suivi. Mais est-ce que j'ai pu faire un problème? Non. Tout ce qu'il a dit, le chef d'État l'a dit, avant l'atelier de cette assemblée. Le président avait fait une visite officielle à Île Maurice, pour voir le président Azali a envie de faire le lobbying pour la RDC. Les Congolais, nous avons été partout, même en privé, même nous les privés. Même lui, Martin, c'est très bien, mais il faudrait comprendre que pendant ce temps ici, nous avons besoin de la solidarité d'abord nationale. Nous avons besoin de nous, Congolais, lorsque nous n'avons pas la même vision. On ne peut pas vaincre une guerre d'agression. Nous devons être unis. Ce sont de bonnes idées que je partage, mais seulement qui sont mal canalisées malheureusement. Mal canalisées, ce sont les propos du président national de l'UNANA, mais aussi grand notable de la partie Est. Nous citons M. Willy Michiki. En 1 minute, vous avez suivi la désolation des professeurs qui ont repris la grève pour exiger l'application des promesses faites par le gouvernement. Ils ont précisé, la grève est sèche, générale et illimitée. Vous êtes aussi enseignant. Mali, je suis enseignant et je peux vous dire que tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui n'a rien de revendication sociale. C'est de la politique. Et ce n'est pas tout.
Comment ça? Vous savez, je suis acteur politique de premier rang. Je suis consulté. Il était prévu qu'après la visite du pape, il y aura beaucoup. Et ça, c'est encore le début. Il y aura beaucoup de manifestations, beaucoup de revendications. Les syndicalistes, tout le monde. L'objectif, c'est quoi? C'est effectivement servir des lits des agresseurs, nous empêcher d'aller aux élections, créer une sorte de dysfonctionnement des institutions qui permettrait à ce que l'ennemi puisse occuper ce pays. Mais ayant l'information, il fallait anticiper. Mais je vous dis, Ali Mali, malheureusement, on n'est pas toujours écouté. Mais je le dis tout haut maintenant. Ce que j'ai dit à certains qui m'écoutent, certains services, mais je le dis tout haut, qu'on aura pu, tout était déjà préparé, qu'après le départ des papes, on va commencer des actions. Vous verrez même ce que Chadari a fait ça, il a anticipé. Des actions, on ne veut pas des élections, on ne veut pas ceci, empêcher. On va demander même des prorogations toujours pour que les calendriers de la CENI là ne soient pas respectés. C'est ça, vous avez suivi même des leaders. Ah, on veut encore 15 jours, on veut 30 jours. L'objectif aujourd'hui, c'est de créer des situations qui vont créer un dysfonctionnement qui va nous amener vers la crise. Mais on sait comment on entre dans une crise, mais on ne sait pas comment on y sort. Peut-être ceux-là qui sont aujourd'hui à la base de ces initiatives risquent même d'être emportés par la même crise. Donc faites attention les amis, je suis enseignant, je dis, d'ailleurs, nous enseignants aujourd'hui, nous avons obtenu beaucoup plus que les autres fonctionnaires de l'État. Si on compare aujourd'hui les trains de vie des enseignants par rapport à là où nous venons et des autres secteurs, nous sommes mieux. Alors, essayons quand même de comprendre que, alors aujourd'hui, le gouvernement fait face à une agression. L'agression nécessite la mobilisation des Congolais. Ce n'est pas le moment où le pays est agressé que nous allons encore nous agresser de l'intérieur. Ça, c'est la trahison carrément, c'est tout. Ça, c'est le message d'un corps scientifique, d'un corps professoral. Nous poursuivons cette page rétrospective avec ces sélections du jeudi 16 février. Du jeudi 16 février au vendredi 17 mars, les Congolais habitant les 7 provinces de la 3e ère électorale vont s'enrôler conformément au calendrier de la CENI. Comme dans les 2 précédentes ères opérationnelles, ces mouvements dureront 30 jours, annonce Jean-Bosco Itipo. La CENI a lancé ce jeudi 16 février 2023, conformément au calendrier du processus électoral, les opérations d'identification et d'enrôlement dans la 3e ère opérationnelle qui comprend 7 provinces, mais aussi 2 pays où résident les Congolais à l'étranger. Mais pour ces 2 pays, l'enrôlement va être effectif dans 3 jours après. La durée de l'opération est de 30 jours, comme partout dans les autres aires opérationnelles. Revenant sur les dispositions sécuritaires, Jean-Bosco Itipo rassure. La sécurisation du processus électoral relève de la compétence du gouvernement et à lui de nuancer que toutes les provinces ne soient pas en proie de l'insécurité. Toutes les provinces ne connaissent pas la même situation d'insécurité. Et même à l'intérieur des provinces où règne l'insécurité, c'est au niveau de quelques territoires. Et donc la sécurisation du processus relève du gouvernement central de la République démocratique du Congo. La CENI a échangé longuement sur la question avec le gouvernement de la République et nous espérons que les dispositions seront prises pour que les Congolais résidant dans ces territoires ou dans certaines parties de ces territoires qui connaissent l'insécurité puissent s'enrôler dans la paix et dans le calme. Pour cette 3e ère opérationnelle, la CENI attend enrôler plus ou moins 4 millions de Congolais. L'opération d'identification et enrôlement des électeurs a bel et bien débuté dans la 3e ère opérationnelle. Au Nord Kivu, hormis les déplacés des guerres qui n'ont pas accès au centre d'enrôlement, la population s'active déjà à obtenir sa carte d'électeur, précise John Obanyenye, membre de la société civile du Nord Kivu. Dans les grandes agglomérations ou dans les villes où il n'y a pas de problème,
l'enrôlement a bien commencé, mais vous savez, le plus grand souci que nous avons, ce sont nos déplacés. Là, on n'a pas encore commencé à installer les machines, donc les bureaux de vote, tout ça. Bon, nos collègues, nos compatriotes qui sont sous la prise du M23, c'est ça le grand souci que nous avons. On ne sait pas, on débute avec l'enrôlement, mais quel sera le sort? Comme dans le territoire de Rutshuru. Le territoire de Rutshuru, les 3/4 est sous la prise de ces rebelles. Et les autres, c'était déplacés vaille que vaille. Il y a ceux qui avaient pris la direction du Grand Nord, d'autres sont venus dans le Nyiragongo, d'autres sont partis même dans le Massissi. Aujourd'hui, ceux qui étaient partis dans le Massissi à Kichanga, ils ont encore fui. Donc, la population, elle est éparpillée. Même son des cloches du côté du sud de Kivu, où Jean Chrysostome Kijana, président de la société civile locale, souligne que dans certains territoires, l'opération pourrait commencer le vendredi 17 février suite aux difficultés liées à la technique. Tout se passe très bien. Dans la ville, ça a réellement commencé autour de 10 heures. On a livré déjà le casque. À l'intérieur, le déploiement se poursuit. Dans certains territoires, ça pourrait commencer demain, notamment les territoires les plus ici, Kabare, Warungu. Mais dans les centres-villes, tous les centres prévus sont opérationnels. Malgré la situation sécuritaire très préoccupante dans cette partie du pays, il y a engouement devant les bureaux de centres d'enregistrement et enrôlement des électeurs. Sept provinces sont concernées pour cette troisième ère électorale, mais l'une des provinces pose problème. Nous citons Ituri, nous citons les deux Kivu. Il y a des sérieux problèmes sécuritaires, comme nous l'avons dit au début de cette rétrospective. Est-ce que les conditions sont établies pour avoir des bons enrôlements dans ces sept provinces? D'abord, je dois féliciter la CENI pour avoir lancé le défi à ceux-là qui souhaitaient que les opérations d'enrôlement ne puissent pas avoir lieu dans les provinces du Nord, Kivu et de l'Ituri en particulier. Il y a ceux-là qui refusaient que ces opérations démarrent. Tout à fait. Il y a des gens qui ont même instrumentalisé la société civile du Nord Kivu particulièrement, une partie notamment de Massissi, Rutshuru et Nyiragongo, pour qu'elle s'oppose aux opérations d'enrôlement. Et moi j'ai dit que c'est très grave. Aujourd'hui, quoique nous sommes victimes de l'agression, nous devons éviter de tomber dans une situation d'irrégularité ou d'illégalité constitutionnelle, puisque l'unique espoir que nous avons un gouvernement, un chef de l'État qui jouit d'une reconnaissance internationale. Et si la CENI n'arrive pas à respecter le calendrier actuel, je vous dis, Ali Mali, nous allons vers une crise sociale indescriptible. Et vous allez constater que ceux-là qui demandent de prorogation à prorogation sont manipulés par les forces étrangères qui ne veulent pas que la CENI réussisse dans ce qu'ils ont présenté comme calendrier électoral. Nous, moi je suis du Nord Kivu, acteur politique de premier rang du Grand Kivu. Les conditions sécuritaires que nous avons actuelles ne sont pas différentes de celles qu'on a eues en 2018. Mais il fallait avoir des conditions mieux que celles qu'on a dans, je vous dis, les rebelles, chez nous, les groupes armés sont aussi des rebelles. Ils ont toujours été là. Mais ils ont soutenu la CENI pour la réussite des élections de 2018. Vous pensez que ça sera fait encore? Encore aujourd'hui, au contraire, aujourd'hui, vous savez, il y a une chose, Ali Mali, je peux vous dire, nous déplorons tous cette agression. Mais moi, qui fais toujours des lectures anticipatives, je vous dis, c'est Dieu qui a fait que nous soyons agressés aujourd'hui. Puisque ça a créé... Que Dieu bénisse l'agression. Tout à fait. Puisque ça a créé une sorte d'humiliation dans les Congolais pour créer une sorte de confiance et de solidarité nationale.
Je vous dis, au moment où nous parlons aujourd'hui, tous les groupes, sans exception, je dis, tous les groupes armés qui combattaient les gouvernements sont unanimes qu'il faut tourner les canaux vers l'agresseur. Vers le 1-23. Ce qui va aujourd'hui même accélérer et faciliter leur intégration dans la communauté, dans les programmes d'insertion et de développement communautaire, ce qui ne pouvait pas être, ce qui n'était pas le cas il y a quelque temps. Deuxième chose, nous avons compris tous que nous sommes enviés, nous sommes menacés et il faut que nous puissions nous organiser. Vous savez, la Chine est devenue une puissance, c'est pendant les difficultés, elle s'est enfermée sur elle-même. L'Ukraine d'aujourd'hui, quand elle va sortir de là, ce ne sera pas la même Ukraine. Les Congolais doivent apprendre que nous devons nous-mêmes nous sécuriser. Nous ne devons pas compter sur les forces étrangères. Et aujourd'hui, les rapports de force commencent à changer parce que les Congolais ont pris conscience. Même nous, les civils, moi je vous dis, tous les jours, le matin, je mobilise les miens au front. Qui n'ont rien avec les FARDC, sans même contacter le gouvernement, je mobilise pour résister contre la résistance. Mais peut-être ça, vous ne pouvez pas faire. Mais une dernière question peut-être, M. Willy Michiki, vous êtes grand notable de l'Est. Nous craignons plus les infiltrations. Avec ce que nous connaissons avec la CENI, pensez-vous que les contrôles des vrais Congolais sera au rendez-vous avec ces opérations d'enrôlement dans les 7 provinces? Je vais vous rassurer, mon frère, sur cette question-là particulière. Vous savez, à supposer que même tous les Rwandais viennent chez nous se faire enrôler, combien sont-ils pour influencer sur les 98 millions de Congolais? Chez eux, ils ne sont même pas 12 millions. Est-ce que tous viendront? Si vraiment ça n'a pas d'impact, je peux vous dire une vérité. Vous allez voir des circonscriptions comme Rutshuru, Nyiragongo, même Goma, gonflées. Il y a des gens qui ont vécu ici au Congo, qui sont partis au Rwanda, qui reviennent, même mes amis à moi qui venaient me dire, ah, mais que je fais la relais. Des amis que je connais qui sont des Rwandais. Bien sûr qu'ils me disent qu'ils sont venus. Mais qu'est-ce que ça a eu comme impact? Rien du tout. Rien du tout. Donc ce n'est pas ça le problème, mon frère. Je vous dis que même si tous les Rwandais se déversaient au Congo, les 12 millions venaient ici. Ça n'aura pas. Nous sommes 98 millions et ça n'aura pas d'impact. Donc c'est des faux débats. Je m'excuse bien. Au Nord Kivu, nous sommes 6 millions. Est-ce que même si les deux provinces voisines, je prends Rubavu et je prends Tchangungu, venaient au Sud Kivu, Nord Kivu, ils n'auront aucun impact sur la politique. Et puis, ils peuvent se faire enrôler. Alors, quels sont les candidats qui vont donner? Par rapport au nombre, est-ce que les candidats seront élus? Non, c'est du faux débat. Il faut être un analyste politique pour voir loin. Ça, c'est de la pire distraction qu'il faut éviter. Merci beaucoup. Nous recevons sur ce plateau, comme je l'ai dit et je le rappelle, M. Prince Willy Michiki, président national de l'UNANA, mais aussi grand notable de la partie Est, avec qui nous analysons l'essentiel de l'actualité de la semaine. Bouclons cette page rétrospective avec cette dernière sélection. Je pense qu'il est temps que l'Afrique recourt à d'autres méthodes que les guerres. Notre pays a été en guerre avec le Rwanda, où le Rwanda a interposé au moins à 4 reprises. L'AFDEL, le RCD, le CNDP, le M23-1, le M23-2. Si l'objectif de la guerre était réellement de régler des problèmes tels que les FDLR, qui est le prétexte qui est utilisé aujourd'hui, ou alors des problèmes de stigmatisation de certaines communautés, je pense qu'après toutes ces années et toutes ces guerres, on aurait trouvé des solutions. Mais au jour d'aujourd'hui, au contraire, il y a des gens qui veulent se faire porte-parole de notre communauté, alors que nous-mêmes, nous n'avons demandé rien à personne. Nous n'avons pas invité le Rwanda pour venir plaider notre cause, et encore moins en faisant la guerre à notre pays. Parce qu'ils enveniment la situation, au contraire. Et nous pensons, nous, qu'on doit laisser aux Congolais, entre eux, régler leurs problèmes. Le Congo ne se transporte pas dans les autres pays
même s'il y a une partie de sa communauté qui vit dans un autre pays, pour régler les problèmes de ces communautés-là. Donc aujourd'hui, en tant que Munyamulenge, en tant que Tutsi congolais, je considère que nous avons aujourd'hui un leadership au niveau du pays qui est un leadership responsable et qui peut donner à chaque Congolais sa place. S'il y a des extrémistes dans notre pays qui stigmatisent certaines communautés, eh bien que les lois de notre pays s'en occupent. Prince Willy Misiki, vous avez suivi le ministre des Infrastructures, Alexis Gisaro, qui s'étonne de l'implication rwandaise au nom des Banyamulenge congolais. Pour lui, ils n'ont jamais demandé à Paul Kagame d'être leur porte-parole. C'est exceptionnel. Bon, je félicite l'excellence Alexis Gisaro et je ne le vante pas, mais je dois dire que c'est d'abord un Quinois lui. C'est pourquoi je dis toujours à mes compatriotes congolais qu'il faut éviter la stigmatisation. Alexis, comme je le vois là, mon voisin à Goma, pendant des années, c'est un Quinois pur. Et je dis que le premier leader de Banyamulenge qui a siégé au Parlement, c'est Gisaro, son père. Il n'y a pas plus grand dans les Banyamulenge comme famille, comme la famille de Gisaro, Alexis. Et aujourd'hui, si ça venait de moi, on allait dire Willy Michel qui était un extrémiste. Mais c'est ça la réalité. Nous avons, moi, ma communauté à moi, les Nyanga, les Houndé, nous sommes des minorités. Mais il y a même plus minoritaires même que les Tutsis. D'ailleurs, les Tutsis sont plus nombreux que nous, je vous dis. Nous, les Nyanga, ils sont plus nombreux que nous, les Houndé. Mais ce qu'Alexis a dit, c'est ça la vérité. Il n'y a pas, le Rwanda n'a pas droit de s'ingérer, même s'il y a des problèmes entre nous Congolais. C'est entre nous, c'est une affaire interne. La preuve, nous avons un ministre de la communauté Tutsi, nous avons des mandataires, nous avons des élus au Sénat comme à l'Assemblée nationale, dans les assemblées provinciales. Donc c'est un problème interne. Et c'est ça que moi j'ai dit, que lorsque quelqu'un de la communauté Tutsi prend parole et dit ça, moi j'ai dit c'est fini. Je crois que Kagame, s'il a suivi ça, le débat est clos. Est clos puisqu'il comprendra que c'est un problème interne au Congolais. Et que les souffrances que les communautés minoritaires, que nous sommes, moi je suis minoritaire aussi, surtout je pouvais prendre aussi des armes. Nous sommes tous minoritaires. Par rapport, nous avons 450 tribus, et d'ailleurs je dois dire ici, il n'y a pas une tribu majoritaire. Merci beaucoup. Donc c'est quelque chose que nous félicitons. Je félicite le ministre Alexis. Je voudrais que les autres membres de la communauté Tutsi adressent ces messages-là pour que les amis qui ont d'autres visées si la RDC ne puissent pas les utiliser comme bouc émissaire, comme prétexte. On doit chuter par là d'ailleurs en une minute. Nous avons suivi les messages du ministre des Infrastructures, mais qui tombe à point nommé avec la tenue de la 36e Assemblée générale de l'Union africaine. Pensez-vous que cette assemblée peut donner des résultats intéressants aux attentes des Congolais en ces moments? Tout à fait, comme vous le disiez, aujourd'hui, la RDC avait sollicité une réunion particulière en marge de la 36e Assemblée générale des Nations Unies qui s'est tenue ici la RDC. Et je dois vous dire, Ali Mali, que le Rwanda était en difficulté sérieuse pendant cette réunion-là restreinte organisée par le chef d'État. C'était à huis clos pour nier les faits portés contre lui. Et je dois dire aussi que le président de la République, qu'on accuse injustement de voyager, tout ça, il a fait un travail excellent. Il a vu tout cela qui allait prendre part à cette réunion-là, notamment le président des îles Comores, pour les sensibiliser, et il a contribué pour défendre la cause de l'RDC. Mais je dois aussi dire que nous devons, puisque ça continue maintenant, ça va terminer bientôt, que c'est une réunion, une assemblée générale importante, puisqu'il y aura élection de 2 juges à la Cour
des droits de l'homme, à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il y aura élection de 6 membres de la commission du Conseil consultatif contre la corruption et nomination de 2 juges sur le tribunal administratif de l'Union africaine. Je demande à notre gouvernement de pouvoir présenter des dossiers bien ficelés pour que nous puissions être dans ces organes de décision. C'est là où les choses se décident. Malheureusement, la RDC est toujours absente. Merci beaucoup pour cette alerte qui ne vient pas de n'importe qui vient de Prince Willy Michiki, président national de l'UNANA, membre de la conférence des présidents du regroupement politique AFDCA, mais aussi grand notable de l'Est, qui nous disons merci pour la disponibilité. Merci pour l'invitation, Ali Mali. Merci à vous tous qui faites confiance et continuez à faire confiance au Reflet de Kinshasa, votre chaîne. Suivez cette page rétrospective en rediffusion lundi à 6h30. Au revoir.